j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire des personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions
de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansi, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Bref, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a donc utilisé des arguments fallacieux pour me barrer la route. De la course à l'élection présidentielle d'abord, des élections législatives ensuite. Parmi les principales raisons avancées par cette institution, il y avait que la carte d'identité de mon père était datée de 52, je viens de la présenter, elle est datée donc de 63, que l'acte d'individualité de ma mère ne serait pas signé. Là encore, je verse au dossier l'acte d'individualité de ma mère, daté donc du 13 janvier 2000, et vous verrez bel et bien que l'acte d'individualité est signé. Tout ce que je viens de vous présenter ce matin montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit purement et simplement d'un problème politique. Je voudrais maintenant parler de la Constitution. L'article 35 de la Constitution a été conçu dans le seul but de m'éliminer de la course à l'élection présidentielle. Ainsi donc, notre Constitution, la loi fondamentale, n'est pas impersonnelle. Pourtant, on nous a répété à l'envi qu'une Constitution ne peut être révisée pour un homme, comme si telle était notre revendication, qu'il nous est loisible aussi de rétorquer qu'une Constitution ne peut pas être faite contre un individu. Autant, elle ne peut pas être faite contre un individu en qui se reconnaissent des millions d'Ivoiriens.